Alors, nous allons reprendre les travaux. Nous sommes maintenant avec la Centrale des syndicats du Québec. M. Piché, M. Gingras, Mme Roberge, bienvenue. Alors, je vais quand même vous laisser le soin de vous présenter avec peut-être votre titre complet. Et je vous cède déjà la parole pour votre 10 minutes, pour votre exposé. Il va s'en suivre une période d'échange avec les parlementaires. La parole est à vous. Parfait, merci. Donc, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Je suis accompagné de Ariane Roberge, avocate à la CSQ, et Jean-François Piché, qui est conseiller. Donc, écoutez, d'entrée de jeu, mes collègues, je vais faire un court préambule, puis mes collègues, après ça, vont prendre le temps de bien expliquer les choses. Deux éléments. Le hasard fait souvent bien les choses. La CSQ est présentement en conseil général du côté de Drummondville, donc un petit aller-retour à Québec, avec 300 membres de la centrale réunis. Et deux choses ressortent du projet de loi. Deux sentiments, la colère, la déception. La colère parce que la CSQ, qui représente là, très fortement le personnel du secteur public, voit un peu dans ce projet de loi une espèce de vengeance du gouvernement, la dernière ronde de négociation où vraiment on a vu l'appui de la population, on a vu tout ce qui s'est passé et vraiment les membres sentent qu'ils ont changé ce que le gouvernement avait prévu comme piste d'atterrissage. Deuxième élément, je parle de déception. La CSQ croit beaucoup au dialogue social et là, on croit que ce projet de loi-là, non seulement avec ce projet de loi-là, mais pour la suite des choses, est un peu un œil au beurre noir. On a entendu beaucoup d'organisations patronales venir casser du sucre sur le dos des syndicats. Même organisation avec qui nous aurons des discussions et des relations au niveau de différentes instances, toujours en dialogue social. Ça fait mal au Québec, parce que le dialogue social, c'est quelque chose de particulier au Québec. Et là, malheureusement, avec ce qui s'en vient, c'est probablement pour les prochaines années cet œil au beurre noir-là, et on est bien déçus de ça. Je vais laisser mes collègues continuer avec la suite des choses. Merci. Non, je veux juste vous parler. OK. Bonjour. Écoutez, vous dire que ce projet de loi-là, malheureusement, nous le trouvons inutile, nuisible, et ma collègue Ariane vous le démontrera, on pense qu'il est inconstitutionnel. Inutile. Vous avez entendu des chiffres, on va quand même les répéter parce qu'on trouve que c'est important. 95 des conventions collectives se règlent sans conflit de travail. Et de ces 5 %-là qui restent, la très grande majorité se règle sans que la population, selon nous, en soit affectée d'une manière disproportionnée. Il y a eu effectivement, en 2023-2024, beaucoup plus de grèves qu'à l'habitude. Il y a eu un pic qui a duré 4 mois. Là-dedans, il y a une grève du Front commun. Puis une grève du Front commun, ça fait beaucoup monter le nombre de conflits de travail parce que le Front commun, ça représentait 400 unités d'accréditation en grève, donc 400 conflits de travail sur les 626. Et le reste des conflits dans le secteur privé, bien, c'est pénurie de main-d'œuvre couplée à une forte inflation. Oui, il y avait un rattrapage salarial, ça a causé davantage de grèves, c'est évident. Et là, présentement, on constate depuis un an, là, le nombre de conflits est revenu à la normale qu'il était dans les dernières années et qui, depuis les années 70, est toujours à la baisse et la baisse à la baisse. Donc, pour nous, là, il n'y a pas le feu aux relations de travail présentement au Québec. Voilà. Nuisible. Pourquoi? Notre président l'a dit, vous avez entendu les associations patronales, syndicales, opposées, camper dans leur position. Malheureusement, ça présage, selon nous, de conflits inutiles parce que ça n'a pas lieu d'être, autant dans les milieux de travail, devant les tribunaux, selon nous aussi, considérant le projet de loi, dans un contexte mondial, mon Dieu, qui nous invite donc à resserrer les rangs, à se parler des vrais enjeux, et il y en a beaucoup de nombreux enjeux dans le monde du travail présentement. Intelligence artificielle, les effets, les bouleversements du numérique sur les relations de travail et le monde du travail. Et que dire aussi de la pénurie de personnel qui persiste dans nos secteurs en éducation, en santé, dans les réseaux des services éducatifs à l'enfance. Plein d'enjeux où on préférerait discuter, trouver des solutions, que de se battre devant les tribunaux pour quelque chose qui va régler quelques grèves. Puis une grève de 6 mois comme le cimetière, c'est extrêmement rare que ça arrive. Donc pour ça, le projet de loi, on juge, il est inutile et il est nuisible. La Fédération des chambres de commerce, dans son mémoire, citait « C'est dommage, en Europe, il y a beaucoup moins de grèves qu'au Québec. » Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en Europe, pays scandinaves surtout,
il y a beaucoup de mécanismes de dialogue social. Ils sont très présents et ils sont surtout très forts. Et ils s'en servent. Quand il y a des enjeux de cette nature, les problèmes sont amenés là et ils les règlent. C'est la raison pour laquelle, en Europe, à part la France qui a des conflits sociaux, il y a beaucoup moins de conflits de travail. Et quand le ministre décide de passer par le CCTM, ça fonctionne. On trouve des voies de passage. Travail des enfants, télétravail. Pourquoi pas cette fois-ci? Si le ministre a réellement des préoccupations sur certains conflits de travail, c'est au CCTM qu'il faut les amener. C'est au dialogue social qu'il faut les amener. Voilà. Et sur l'inconstitutionnalité du projet de loi, je passe la parole à ma collègue Ariane. Merci. En fait, je vais essayer d'aller très rapidement sur des concepts qui sont extrêmement complexes, mais qui vous ont probablement déjà été expliqués plusieurs fois depuis le début de la commission. Mais rappelons simplement là, que les tribunaux québécois et canadiens là, ont validé à de multiples reprises l'interprétation stricte des services essentiels à l'effet que la grève peut être limitée uniquement quand on est face à un péril à la santé, à la sécurité de la population. Le TAT utilise même maintenant le vocable de menace évidente et imminente à la santé. Donc, pour nous, les notions de bien-être et de sécurité économique, environnementale et sociale, qui sont des concepts qui n'ont jamais été utilisés auparavant, qui ne sont pas définis, on s'imagine mal comment le tribunal administratif du travail pourrait rendre une décision qui, dans le fond, élargirait la notion de service essentiel pour tenir compte de ces nouveaux concepts, pourrait passer le test de la rendre constitutionnelle. On se rappellera que la grève étant protégée constitutionnellement, il faut, pour la limiter, une atteinte qui est raisonnable selon l'article 1er de la Charte canadienne, selon le test de l'arrêt Oakes. Donc, nous, on se demande, Monsieur le ministre, comment le TAT, avec le libellé que vous allez proposer, pourra rendre une décision légitime qui ne sera pas contestée. On se pose la question. Pour ce qui est du droit de grève, donc, le droit de grève ne peut pas être entravé de telle sorte qu'elle devienne symbolique. Les atteintes économiques, c'est le but recherché de la grève. C'est la manière qu'on s'est donnée au Québec dans un régime Wagner de relations de travail, de paix industrielle, de s'assurer que les parties, il y a un équilibre dans le rapport de force. Or, le projet de loi vient complètement chambouler cet équilibre-là. Puis, le ministre a dit à plusieurs reprises que le projet de loi allait être utilisé qu'exceptionnellement. Mais quand on lit les termes du projet de loi, ça peut s'appliquer à pas mal tous les secteurs, pas mal tous les conflits. Et ça, c'est tant le premier chapitre sur le pouvoir, sur les services au bien-être, que le pouvoir du ministre, le pouvoir discrétionnaire. Finalement, pour ce qui est du pouvoir vraiment spécial là, du ministre là, d'ordonner l'arbitrage et la fin d'un conflit de travail, on a entendu souvent dans les médias qu'on faisait le parallèle avec l'article 107 du Code canadien du travail. Or, cet article-là, il a été très, très peu utilisé. Et la majeure partie du temps, quand il est utilisé, c'est pour venir ordonner une enquête ou un arbitrage sans nécessairement ordonner la fin des moyens de pression comme la grève ou le lock-out. Puis, dans les plus récents conflits où ça a été utilisé justement pour venir freiner la grève, bien, les syndicats ont contesté. Puis ces contestations-là sont encore en cours. Donc, force est de constater que nous aussi, probablement, quand ce pouvoir-là sera utilisé, on va se retrouver devant les tribunaux au lieu de négocier à la table. Donc, pour nous, on ne comprend pas comment l'ensemble de ce projet de loi-là va passer le test. Je vous épargne nos stratégies de contestation, mais sachez qu'on est à l'étude actuellement. Et en terminant, la CSQ, bien sûr, invite, avec ce qui vient d'être dit, au ministre à retirer le projet de loi et faire appel à différents mécanismes qui existent déjà pour avoir ce dialogue-là. D'ailleurs, le dialogue se fait aussi sur les problèmes et pas une solution imposée. D'ailleurs, demandez ça. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas des choses? Parce qu'il faut parler du problème en premier, parce qu'on a des divergences d'opinion sur le problème. Et dans ce cas-ci, en plus, avec ce que mes collègues disent, bien, on évalue que le projet de loi est inconstitutionnel. Donc, on ne va pas proposer des aménagements à ce projet de loi-là. Donc, c'est comme ça que la CSQ le voit, c'est comme ça que les membres qu'on représente voient, et comme je l'ai mentionné, des membres présentement en instance où ce sujet-là a été abordé, et malheureusement, là, on voit ça comme étant réellement une colère qui se traduit justement dans les commentaires des gens qu'on représente. Merci, M. Gingras. On débute avec la partie gouvernementale. Monsieur le ministre, vous avez 11 minutes. Merci, Monsieur le Président.
Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de votre présence, de votre participation, puis de la qualité de votre mémoire que j'approfondirai, que je vais m'assurer d'analyser avec attention, considération. Ceci dit, je comprends la colère, mais je nie le désir de vengeance, quel qu'il soit. Je pense que le dossier de négociation qui a avorté, qui a généré une grève qui a duré longtemps, que j'ai le plus souvent utilisé, c'est celui concernant les familles endeuillées. Et donc, ce n'est pas par souci de vengeance. C'est simplement après avoir constaté, depuis 2015, depuis les événements extraordinaires qu'on a connus, le vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie, maintenant la conjoncture internationale, ça s'impose d'assurer, de rassurer la population qui parfois est prise en otage, M. Gingras, par des conflits de travail. Et vous avez totalement raison. La plupart se règlent. La minorité ne se règle pas. Et de cette minorité-là, il y a quelques exceptions qui requièrent d'avoir des leviers. C'est pas tout à fait juste que de dire on peut avec les mécanismes actuels. Il y a un groupe syndical qui nous disait améliorer les dispositions en matière de conciliation, alors qu'un autre groupe syndical nous disait ça fonctionne super bien au Québec avec ce que vous avez mis en place pour l'aide au climat, l'amélioration des climats de relations de travail, l'accompagnement pour la négo, la conciliation, médiation. Puis je sais, M. Gingras, que vous connaissez ces services-là et que vous êtes capable de reconnaître l'expertise de ces personnes-là. Le dialogue social, M. Gingras, c'est le fun qu'on ait l'occasion d'en discuter dans un forum comme ici. Quand on dialogue, il faut aussi accepter les désaccords. Quand on demande des recommandations au CCTM, bon, Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, où sont les associations patronales qu'on connaît, puis les 4 centrales syndicales, il y a parfois des recommandations qui ne sont pas nécessairement consensuelles. Des fois, vous le savez, M. Gingras, il y a des consensus qui sont malheureusement pas tout à fait respectés par la suite. Mais systématiquement, il y a des arbitrages à faire. Puis dans le cas présent, tout le monde sait, puis j'en ai parlé justement au CCTM en septembre, de mon intérêt pour revoir le Code du travail en ce qui concerne le maintien de certains services dans des secteurs où il n'y a rien. Il y en a un régime de services essentiels. On ne touche pas, on respecte son intégralité en santé, en services sociaux, dans la fonction publique, dans les services publics. Maintenant, on a besoin d'avoir un critère nouveau. Est-ce qu'on peut se permettre de faire du droit nouveau au Québec pour mieux protéger la population, notamment celle en situation de vulnérabilité? Il y en a eu des conflits. Vous connaissez Dr Royer, puis je ne vous répéterai pas ses enseignements, mais les enfants handicapés, là, il y en a 54 000 au Québec qui sont dans des environnements où une interruption des services éducatifs va provoquer une régression dans leur comportement, dans leurs apprentissages. Les familles endeuillées qui voyaient les dépouilles s'accumuler dans des frigidaires, les personnes à faible revenu, puis il y en a d'autres, là, puis vous connaissez mes exemples, je vais les retenir, mais Dr Royer était une personne extrêmement éloquente et soucieuse du développement comportemental des enfants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme ou qui ont un handicap ou une déficience quelconque. On a besoin d'avoir un tribunal administratif qui est impartial et indépendant, qui va analyser en fonction de critères qui ne sont pas trop restrictifs. Si les faits et circonstances justifient qu'il y a maintien de service, puis M. Gingras, on ne touche pas au droit de grève. D'un service essentiel en santé puis en services sociaux, même s'il y a maintien d'un bon niveau de service, il peut y avoir une grève quand même. Et ça ne s'exprime pas par
uniquement par un arrêt de travail de tout le monde. Et là, on parle de secteurs où il n'y a rien et on parle de services minimalement requis. Des professeurs nous ont mentionné que les critères utilisés puis la confection du projet de loi est tout à fait compatible et respectueuse des enseignements de la Cour suprême du Canada. Je sais qu'il va y avoir, puis Maître Robert, je vous le mentionnais, vous allez avoir une stratégie de contestation. Moi, je souhaite que le dialogue nous permette de respecter le tribunal administratif du travail qui va appliquer des critères. Je vais respecter votre décision de prendre des procédures judiciaires, mais je suis quand même confiant que ce sera tellement exceptionnel, utilisé de manière tellement parcimonieuse que les tribunaux de droit commun auront à prendre une décision, bien sûr en respectant ce que la Cour suprême nous a mentionné. Puis, quant au nombre de conflits, je sais que la moyenne de jours n'est pas nécessairement la même. Ça dépend de la nature des conflits, mais il y a quand même, dans les 5 dernières années, une augmentation assez considérable du nombre de conflits. 34 en 2020, 170 en 2021, 161 en 2022, 230 en 2023, 285 en 2024. Puis est-ce qu'il y en a 93, 95 % qui se règlent? Moi, je souhaite qu'ils se règlent tous. Je suis un partisan des alternatives de résolution de litige, de la conciliation et de la médiation. Donc, je suis pas confortable quand vous dites c'est inutile et nuisible. Si c'était inutile et nuisible, comment on aurait pu, avec les leviers actuels du Code du travail, empêcher des enfants à besoins particuliers de régresser, empêcher des familles endeuillées d'invoquer constamment la dignité humaine, empêcher des personnes d'aller travailler ou d'avoir accès à des services médicaux? Enseignez-moi, puis faites-nous des recommandations avec le Code actuel, alors qu'on nous dit que le système de conciliation-médiation va super bien. L'intelligence artificielle, on est dans une consultation sur l'impact de l'intelligence artificielle, mais systématiquement, on ne demande pas au CCTM de proposer le contenu des lois. Puis je ne pouvais pas partager le contenu de ce projet de loi-là, qui comporte 11 articles, sans me faire accuser de ne pas respecter le privilège des parlementaires. J'ai parlé dans la foulée de l'utilisation de 107 par mon collègue du fédéral qui demandait un arbitrage exécutoire dans le conflit ferroviaire. Il y a eu des sondages, on sait comment la population a réagi. J'ai eu une discussion avec vous en septembre, puis j'en ai eu d'autres. Même dans un balado, même si c'était des discussions sommaires que j'ai eues avec vous, M. Gingras, je prétendrai jamais que ça a été une consultation formelle. Puis j'ai discuté au CCTM avec les associations d'employeurs. Après ça, j'ai eu d'autres discussions, mais qu'avec les centrales syndicales. Donc, on ne peut pas demander au CCTM de se transformer ou de se substituer au législateur. Puis je le répète, M. Gingras, vous avez fait un travail phénoménal. Depuis votre arrivée à la tête de la CSQ, vous avez été un acteur social formidable dans le travail sur l'encadrement du travail des enfants. Vous avez été dominant dans les partis qui ont participé aux travaux du CCTM. Mais je le répète, est-ce qu'on peut être en désaccord, puis discuter, puis dialoguer, sans que vous veniez ici puis me dire c'est inutile, c'est nuisible, puis j'ai aucune recommandation? En fait, la seule recommandation, retirer, parce que menace d'atteinte au droit de grève, c'est malheureusement pas le cas du PL 89. Puis l'arbitrage, qui est le deuxième mécanisme, c'est pas le cas non plus. C'est une discrétion qui est tout à fait contrôlée. On parle de préjudice grave ou irréparable. Vous le savez, dans des dossiers d'injonction interlocutoire, provisoire, Maître Roberge, vous avez vu comment ce concept-là a été utilisé. C'est loin du libellé
extrêmement général de l'article 107 du Code canadien du travail. Une minute. Donc, quant à son inconstitutionnalité, là non plus, bon, vous affirmez que c'est un projet de loi qui est inconstitutionnel. Moi, je vais me garder une prudence. Je ne me substituerai pas aux tribunaux qui auront à rendre une décision après avoir entendu une preuve de fait et de circonstances. Mais je le répète, tous les critères qui ont été utilisés visent à ce qu'il y ait le moins d'entraves au droit de grève, qui est un droit constitutionnellement reconnu, qui est dans la Charte canadienne et la Charte québécoise, et que ça constitue l'atteinte la plus minimale possible. Alors, merci beaucoup de votre participation, de votre contribution, puis je le répète, on va analyser votre mémoire de façon minutieuse. Merci, Monsieur le ministre. Ça met fin à ce bloc d'échange. On poursuit avec le député de Bourassa-Sauvé. Vous avez 6 minutes 56 secondes. Pardon? Ah, oui, c'est vrai, Madame la députée Darcy-McGee. Vous me l'aviez dit, je m'excuse. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation et le travail de votre mémoire. Et justement, il y a des éléments de votre mémoire que je voudrais évoquer. Je suis moi-même la maman d'un petit garçon qui est lourdement atteint de l'autisme. Et par exemple, dans votre mémoire, vous parlez de la notion de service essentiel qui est directement liée à deux préoccupations majeures, la santé et la sécurité de la population. Vous évoquez aussi le Code du travail, et je cite, qui définit les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Également, vous citez une décision de la Cour suprême du Canada en 1987, que ces décisions sont toujours définies un service essentiel comme un service dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. Également, vous citez le fait que le ministre a évoqué justement cette possibilité, les effets des conflits de travail sur les enfants avec des besoins particuliers, mais vous dites que c'est à démontrer. On sait que durant la pandémie, par exemple, les écoles pour les enfants, les écoles spécialisées pour les enfants avec des besoins particuliers ont été les derniers à fermer et les premiers à ouvrir. Et comme hier, on a eu le Dr Royer qui est venu, qui faisait partie justement des personnes qui ont fait partie de cette détermination-là. Donc, ça a été démontré au gouvernement que justement ces jeunes-là qui reçoivent non seulement des services éducatifs, mais des services de santé dans les écoles, comme de l'orthophonie, de l'ergothérapie, etc., nécessitent ce suivi continu-là, parce que souvent, c'est des acquis qui sont perdus quand, justement, c'est pas renforcé. Donc, je voudrais comprendre, parce que pour moi, dans la définition que vous avez soumise et que j'ai lue, alors, une interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. Vous, dans votre opinion, vous ne voyez pas les enfants avec des besoins particuliers et leur accès continu dans leurs écoles de faire partie de cette définition-là. Pouvez-vous m'expliquer votre interprétation? Bien sûr. Merci de me poser la question. Puis en même temps, comme j'avais plus de temps pour répondre à M. le ministre, ça va me permettre aussi de faire un ricochet dans votre réponse. Écoutez, vous savez, on a parlé de caractère exceptionnel. On dit que ça, c'est pour justement le caractère exceptionnel des problèmes qui arrivent à quelques reprises. Mais nous, ce qu'on n'aime pas, c'est que ce projet de loi-là, justement, il vient faire quelque chose qui ne se produit à peu près jamais. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, la CSQ représente la majorité du personnel en éducation dans nos écoles au Québec. Et je vais faire un topo avec vous. 2000 pour les négos du secteur public, 0 jour de grève. En 2005, 2 jours de grève. En 2010, 0 jour de grève. 2015, 3 jours de grève. 2020, ça dépend du personnel, entre 1 et 3. Et en 2025, 11. Vous savez que les enfants ont subi plus de pertes d'école à cause des élections, du verglas, des problèmes d'inondation, de toutes sortes d'autres raisons que les problèmes de grève. Alors, c'est une situation exceptionnelle survenue il y a maintenant à peu près 18 ou 24 mois. Et là, on essaye d'appliquer quelque chose. Écoutez, les jeunes ont besoin de cette aide-là dans nos classes. Ils l'ont.
Et quand arrivent des situations-là, puis vous demanderez en plus aux collègues qui font cette grève-là, justement pour le bien des enfants, comment ils vivent avec les bris de service qui se passent au Québec présentement. Alors, je comprends votre question, mais ce n'est pas une question reliée au problème de grève, c'est une question reliée au réseau de l'éducation en général. Alors, à cette question, je vous dis, écoutez, lorsqu'il se produit ces grèves-là, nous procédons donc à certains jours de grève qui, oui, dérangent, mais qui n'ont jamais posé de problème parce que c'était bien souvent beaucoup plus court que ce qui s'est passé. Il y avait une conjoncture, il y avait une situation, et là, on fait un projet de loi alors qu'il y a eu une situation dans le secteur public. Et c'est un élément qui est mentionné. Quand je vous dis que les membres sont en colère, c'est entre autres en cause de ça. Quand je dis que les gens sentent que c'est une vengeance du gouvernement, c'est entre autres à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas péril en la demeure. Et les enfants, écoutez, là, il y a du personnel, là, dans le premier jour de grève, on a parlé de 2 heures de grève. Là, on va venir légiférer pour ce genre d'action-là. On va venir changer l'équilibre, on va venir changer le processus pour quelque chose où, dans 5 ans d'ici, ça sera différent, ça sera un autre élément. Alors, à votre question, peu importe ce que dit, en tout respect, Dr. Royer, ça reste que... Et d'ailleurs, soit dit en passant, Dr. Royer a aussi mentionné que le réseau scolaire avait quand même des bris de service au-delà des jours de grève. Alors, quand on fait un état des choses et les revendications, en plus que le personnel, et j'ajoute ça, en plus que le personnel qui les font mettre de l'avant, justement pour le bien de ces élèves-là qui sont soit lourdement handicapés, soit avec des problèmes de retard d'apprentissage. Donc, je pense que ça vient démontrer qu'il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière à déposer ce projet de loi. Et pour le reste, et pour les réels problèmes qu'il pourrait y avoir, et c'est là-dessus qu'on en a. Pas sur le fait que peut-être que le ministre nous en a parlé un peu comme ça, qui est en réflexion, mais sur le fait qu'on n'a pas été capable d'analyser le problème. Moi, je viens de vous parler des chiffres. Est-ce qu'il y a un problème dans les grèves du secteur public au Québec avec les chiffres que je vous ai donnés? La réponse, c'est non. C'est cette discussion-là préalable que nous n'avons jamais eue et qu'on aurait dû avoir pour le bien du dialogue social, d'ailleurs. 40 secondes. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour la question des bris de service, que clairement, il y a eu un délaissement de la part du gouvernement dans les dernières années pour offrir ces services, avoir le financement et les conditions pour avoir ces spécialistes-là qui vont dans les écoles. Alors, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais également, vous mentionnez est-ce qu'une grève vient affecter de manière disproportionnée la sécurité économique ou sociale d'une partie de la population? Je vous dirais aussi que les parents de ces enfants-là, surtout quand ils sont lourdement handicapés, doivent souvent s'absenter ou quitter leur travail pour s'occuper de leur enfant à temps plein. Et durant la grève l'année dernière, il y a la coalition des parents d'enfants handicapés. Il y a plusieurs organismes qui sont sortis pour dire que ça a eu vraiment un impact négatif. Merci. Merci. Malheureusement, ça met fin à ce bloc d'échange avec l'opposition officielle. On poursuit avec le deuxième groupe de l'opposition. Monsieur le député de Chaga-Maisonneuve, vous avez 2 minutes 19. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous trois. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de souligner le côté quand même assez particulier de se faire donner une leçon de dialogue alors que le ministre mange son 12 minutes de micro supposé être un dialogue avec un groupe qu'on a invité. Il y a eu beaucoup plus d'échanges entre le ministre et d'autres groupes qui étaient d'accord avec son projet de loi hier. Visiblement, vous n'êtes pas d'accord, fait que c'est à sens unique de son côté. C'est bien dommage. J'aimerais revenir. Moi, dans ma circonscription, j'ai l'école Irénée-Lucier, qui est une école pour les enfants à besoins particuliers. Puis pendant la grève, je suis allé faire un tour de sa ligne de piquetage, puis il y avait des employés qui étaient là. Puis j'assume que ceux qui étaient à sa ligne de piquetage, qui avaient voté pour la grève, bien, il y avait à la fois un amour pour leur travail puis pour les enfants à besoins particuliers qui servent, puis à la fois un amour pour leurs conditions de travail puis la vocation de leur école, puis ça ne les empêchait pas. Est-ce que c'est compatible, ces deux choses-là? Il faut avoir réellement eu une assemblée générale avec du personnel en éducation pour comprendre comment c'est déchirant. D'un côté, faire valoir des revendications, aller jusqu'au point de faire la grève. Tantôt, je donnais des chiffres, et c'est pas pour rien que c'est rare. C'est pas pour rien que c'est rarissime de grands mouvements de grève dans le secteur public. Parce que ces gens-là ont à cœur, justement. Et quand ils se rendent jusque-là, c'est parce que c'est réel, parce que les besoins sont tellement grands, parce qu'il faut se rendre jusque-là. Et la preuve de ça, c'est que les parents, à très forte majorité, pendant notamment le dernier mouvement de grève, étaient derrière les enseignantes, les enseignants, le personnel de soutien, les professionnels. Pourquoi? Puis c'est vrai aussi avec les autres catégories d'emploi. Il y avait
un appui derrière les travailleuses et travailleurs du secteur public, puis c'est aussi vrai avec nos collègues des autres secteurs collégiaux, etc., parce que les gens, ils savent qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Alors, quand ils se rendent jusqu'à la grève, de savoir que ça devient limité, parce que c'est ça, dans le fond, c'est que oui, effectivement, il est encore là, mais on vient le limiter, on vient baliser, on vient changer les règles du jeu et disent, c'est quelque chose, si je me rends jusque-là, c'est que j'ai un message important à porter. Et quand vous me dites que vous avez croisé des gens sur la ligne de piquetage qui avaient à cœur le reste, et bien souvent, on a vu sur la ligne de piquetage des parents qui allaient là avec leurs enfants pour justement continuer ce lien-là si important avec le personnel de l'éducation. Merci, M. Gingras. On enchaîne avec le député Jean Talon. Vous avez 1 minute 46 secondes. Je déplore moi aussi qu'alors qu'on parle de dialogue social, vous n'ayez été nullement consulté avant la présentation de ce projet de loi et qu'aujourd'hui, alors que les Québécois avaient l'occasion d'entendre un dialogue avec le ministre fait un monologue de 12 minutes. Il vous reste 1 minute 20 secondes. Je vous cède mon temps pour que vous puissiez conclure et vous adresser aux Québécoises et aux Québécois. Merci. En fait, le ministre nous a effectivement pas posé de questions, mais ça m'a bien fait sourire à la fin quand on vient préciser que les critères de ce qui est un préjudice sérieux et irréparable, ça évite le discrétionnaire, parce que c'est un critère qui est connu par les tribunaux, qui est utilisé notamment en matière d'injonction et tout, mais c'est vrai que ça évite le discrétionnaire quand c'est un tribunal qui est appelé à analyser ce qui est un préjudice sérieux et irréparable. Nécessairement, les tribunaux le reconnaissent, il y a toujours une notion de subjectivité dans ce qui est un préjudice grave. Donc, comment un homme seul dans son bureau peut nous garantir qu'il n'y en aura pas de discrétionnaire? Puis on ne sait pas ce sera qui le prochain dans ce bureau-là non plus, et le code va rester écrit comme il sera modifié. Donc, on va vivre avec ces changements-là au code du travail pour le reste des jours. On ne sait pas, jusqu'à ce qu'un autre gouvernement décide de le modifier. C'est quand même un peu une épée de Damoclès qu'on aura au-dessus de la tête. Et écoutez, en terminant, on pense que comme la population le fait pour ses travailleurs du secteur public notamment, avec leur appui, vous savez, être d'accord avec le fait de ne pas vouloir de grève, c'est une chose. Mais après ça, de savoir les raisons pourquoi on l'a fait, c'en est une autre. Et là, le problème, c'est qu'on vient mélanger les deux et surtout enlever ce pouvoir-là. Et ça, je pense que la population le comprend très bien, pour qu'on continue à sentir cet appui-là. Merci, M. Gingras, M. Piché et Mme Roberge. Merci pour votre contribution à cette commission. Alors, nous allons suspendre les travaux jusqu'à 2 heures. Merci tout le monde. Bon dîner. Merci.